On automatise pas pour le plaisir ou parce qu'on dit « ouais super, on va gagner 0,2 ETP ». Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, l'objectif, c'est le service client. Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Rosier, je suis cofondateur et Chief Product and AI Officer d'Upvisory, qui est un cabinet de conseil dédié à la construction de produits. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être l'animateur de ce tout nouveau format qu'on a appelé les AI Leader Stories, sur le même modèle que on faisait historiquement avec les Product Leader Stories. Alors, c'est quoi le concept de ce nouveau podcast ? C'est vrai que c'est compliqué pour de nombreuses entreprises d'arriver à comprendre comment on peut concrètement capitaliser sur l'IA pour créer de la valeur. C'est pas forcément facile, il y a plein de choses, on a du mal à s'y retrouver. Et donc l'idée de ce podcast, c'est vraiment d'inviter des experts et des leaders du monde des entreprises, donc corporate, start-up, PME, et voilà, qui m'expliquent un petit peu comment ils ont pu faire exploser leur business et générer un maximum de valeur grâce à l'IA. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Axel pour un épisode assez spécial. Donc Axel, tu es responsable IA d'une très grande banque française, tu es auteur et speaker autour de l'IA. J'ai d'ailleurs deux de tes excellents ouvrages ici avec nous, donc au cœur de l'intelligence artificielle et Voyage au bout de l'IA, qui a eu notamment le prix Roberval 2024. Et donc l'idée de cette toute première session dédiée aux AI Leader Stories, c'est effectivement de prendre un petit peu de hauteur et d'essayer de bien comprendre ce que c'est que l'IA et de voir comment l'IA va impacter notre quotidien. Et voilà, et pour ce faire, on ne pouvait pas rêver meilleure personne aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Axel, un grand merci d'être parmi nous pour ce podcast. Donc, aujourd'hui, on en parlait avec Axel juste avant de commencer, on a beaucoup de sujets, donc on va balayer beaucoup de choses. Donc, il y a trois grandes thématiques qu'on va essayer d'adresser avec ce premier volet des AI Leader Stories. Donc, l'émergence de l'IA et de la Gen AI. Donc ça, c'est un premier point qu'on va aborder ensemble. Deuxième point, comment on peut générer de la valeur grâce à l'IA, qui est une question qu'on se pose tous collectivement aujourd'hui. Et puis après, les limites et les risques de l'IA, parce que voilà, il y en a et, et ça va être sympa d'adresser ces points-là ensemble, Axel. Ce que je te propose, c'est de commencer tout de suite avec notre première partie dédiée à l'émergence de l'IA. Et peut-être ce qu'on peut faire, c'est essayer que tu nous fasses un bref rappel de l'histoire de l'IA, comment on en est arrivé là aujourd'hui. Oui, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? En effet, question intéressante. Alors, je dirais que l'intelligence artificielle, donc on va parler d'IA, c'est ça que ce sigle signifie, les auditeurs le savent bien maintenant. Je pense que c'est né concomitamment à la naissance de l'informatique. Ça fait partie du même délire, je dirais. On pourrait faire remonter ça à beaucoup plus loin, puisque je pense tu vas me poser des questions là-dessus tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on fait ? L'IA, qu'est-ce que c'est ? Comment on le définit ? C'est des mathématiques, c'est de l'informatique donc, et autant l'informatique c'est une science jeune, récente, et puis les ordinateurs, leur fabrication, ça remonte à, je sais pas, on va dire années 50 pour faire simple, les prémices. En revanche, les mathématiques et les machines à calculer, ça remonte bien avant l'informatique. L'exemple couramment cité de la Pascaline, c'est une espèce de calculatrice à engrenage et à ressort là. Voilà, là on n'est pas il y a 80 ans, c'est quelques siècles. On peut faire remonter ça encore, les approches mathématiques, un théorème de Pythagore, ça parle à peu près à tout le monde encore. Voilà, donc l'IA prend racine dans les mathématiques, s'incorpore, je dirais, s'implémente dans l'informatique. Et là, c'est une histoire fulgurante depuis les débuts de l'ordinateur. Donc, on sait bien, on a les photos, les premiers
c'était des hangars, c'était immense, et puis on demandait 2+2. On allait prendre un café, on venait, bon, peut-être ça donnait 4, enfin on essayait à ce que ça donne 4 en général, voilà. Bon. Et puis finalement, quelques décennies plus tard, vous avez une révolution Internet, et maintenant une, entre guillemets, révolution dite IA. Pour brosser très rapidement l'histoire de l'IA, en n'ayant pour l'instant pas dit grand-chose, et sans l'avoir encore définie. Bah écoute, ouais, ça m'intéresserait d'avoir ta définition de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une question pas évidente, mine de rien, parce qu'on a tous un peu des définitions différentes. Alors si tu devais, toi, définir l'intelligence artificielle, comment tu définirais ça? Il y a un peu rajouté du brouillard hein, dans cette définition. C'est depuis la sortie de ChatGPT, des IA génératives, me semble-t-il, il y a une confusion dans l'esprit du grand public où l'IA, en gros, c'est ChatGPT. Mais quand je dis c'est identiquement égal à. Or, c'est une très grosse erreur. L'IA, on peut le définir comme une discipline. C'est une discipline de recherche, à vrai dire, qui, à partir des sciences mathématiques et informatiques, a pour objectif de créer des artefacts, on va dire, c'est-à-dire des fabrications, des produits peut-être, dont le but est de reproduire ou de simuler ou d'émuler une fonction cognitive. Hein. C'est pour ça qu'on appelait ça, enfin que les grands anciens, là, séminaire de Dartmouth, bon, ces choses-là sont très connues, 1956, hein, intelligence artificielle. Pour lever des crédits, c'est plus sympa que, je ne sais pas, calcul en dimension finite, je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est une appellation marketing, hein, on est d'accord, bon, qui a bien réussi. Hein. Voilà, celle-là, elle a bien réussi. Un peu trop peut-être. Bon. Alors, donc voilà, la définition je l'ai donnée, mathématiques et informatique pour simuler, émuler des fonctions cognitives. Alors, c'est quoi une fonction cognitive? Ah, voilà, c'est the brain, tu vois, c'est ce qu'on a dans le cerveau, et c'est ça qui nous distingue. Dans le règne animal, mais on sait très bien que les animaux, ils sont pas idiots non plus. Hein. Enfin, on a tous vu des comportements, voilà. Mais bon, chez l'homme, c'est très bien représenté, on va dire. Alors, les fonctions cognitives, c'est effectivement le raisonnement, hein. Mais c'est aussi des choses plus que nous, on n'aurait pas tendance à dire que c'est quelque chose de compliqué ou d'intelligent, genre la vision, ou la compréhension, l'audition. Pour nous, c'est donné, hein, ça va avec nos sens, on ne se pose aucune question. Mais on commence à s'en poser lorsque on se dit, tiens, on aimerait faire la même chose avec un ordinateur. Et là, on se rend compte que la vision, c'est assez intelligent en fait. Alors maintenant, d'une certaine manière, c'est un petit peu craqué, entre guillemets, puisque computer vision, qui sont la mise en œuvre des techniques d'intelligence artificielle qui s'intéressent au traitement et à l'analyse des images, permet de reconnaître, repérer des formes, et puis du coup, si tu as un film qui son image, de suivre ton joli visage avec de la reconnaissance faciale, et puis voilà, tu peux mettre une barbe, un post-it, on te reconnaîtra quand même, c'est assez étonnant, hein, d'accord. Et donc ça marche très bien, maintenant. Et donc, peut-être, tu vois, pour rebondir sur la computer vision, c'est vrai que peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est parfois difficile de s'y retrouver dans le monde de l'IA parce qu'on nous parle d'intelligence artificielle, mais on nous parle aussi de machine learning, de deep learning, d'algorithmes, de computer vision, de robotique. Comment on peut s'y retrouver un petit peu si on devait essayer d'être simple et pédagogique dans toutes ces dimensions? Ok. Alors, pour faire simple, et alors ça c'est des choses que j'ai bien expliquées dans mon premier bouquin, Au cœur de l'intelligence artificielle. Si tu veux arriver à simuler une fonction, mettons, de raisonnement, eh bien tu as deux manières de faire. Soit tu la programmes avec des règles logiques et explicites. Donc c'est du programme informatique, ton ordinateur suit le programme, et tu lui rentres une nouvelle donnée, il te sort le résultat, c'est le bon. Qu'est-ce qu'il est intelligent? Mais en fait, bon, c'est toi qui as programmé la règle, voilà. Donc, comme toi, tu es très intelligent, ton ordinateur, en la suivant, il devient intelligent, du moins tu le déclares tel, et voilà. L'autre manière de faire de l'IA,
Et alors c'est la gloire récente de ces, je sais pas, 15-20 dernières années peut-être. C'est l'IA dit du machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage machine, on dit aussi en français, qui part d'une approche différente. C'est-à-dire que celle-là se dit, réfléchir à des règles, c'est compliqué, l'intelligence, c'est compliqué. Par contre, on a numérisé le monde, on a plein de données, partout, et on continue, d'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend ces données, on ne met pas de règles dedans, on va plutôt mettre un algorithme à la place, qui est en général un algorithme d'optimisation. Donc on va mettre ce monde un peu, ces données en forme d'équation, et on va chercher à optimiser un critère, de sorte à ce que le résultat, donc l'IA on dirait maintenant, détermine la règle de traitement qui est implicitement présente dans les données. L'exemple canonique, alors les photos de chats. Donc si tu veux repérer un chat avec l'ancienne méthode, alors un chat c'est quoi ? Ça a une bouille ronde, c'est rigolo, des oreilles pointues, ça a des moustaches. Donc si tu arrives à faire des descripteurs techniques à partir des images qui arrivent à repérer ces trucs-là, tu as une règle qui te repère les chats. Ça marche pas. Puis évidemment, tu prends ton gosse, il fait deux pointes comme ça, le truc va dire chat, non. Ou alors l'autre manière de faire, donc machine learning, apprentissage automatique, tu lui donnes des images de chats et tu les labellises, tu les étiquettes, d'accord ? Tu dis ceci est un chat. Donc tu as une base de données, tu as les images, et ceci est un chat, ceci est un chat, ceci est un chat, etc. Et tu donnes ça à ton algorithme qui va déterminer par corrélation, beaucoup de calculs, qu'est-ce que c'est que d'être un chat dans une image. Et au miracle, ça fonctionne. Alors est-ce que ça fonctionne comme nous ? C'est une grande question, mais en tout cas, ça marche très bien. Par contre, tu rentres dans un monde qui est probabiliste. L'algorithme te dit, ton image est probablement un chat à 98%. Bon. Et comme toutes les probabilités, ça peut se tromper, d'accord ? C'est-à-dire que tu peux afficher une probabilité très élevée et pourtant n'être pas dans le phénomène, ou au contraire dire, vous savez, quand on achète un billet de loto, je sais pas, une chance sur 13 millions, j'en sais rien, voilà, et pourtant, il y en a qui gagnent. Ok, et donc... Et là, on a parlé de machine learning et deep learning. Ce serait quoi vraiment la différence entre le deep learning et le machine learning ? Oui, alors la différence, si tu veux, c'est le deep learning est une famille de modèles au sein du machine learning. Le machine learning, on va dire, c'est l'ensemble des techniques d'apprentissage automatique à partir des données. D'accord ? C'est ça l'apprentissage, le learning. Pareil, encore une fois, un terme anthropomorphe, anthropocentré, comme on dit maintenant, mais bon, c'est vrai. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est déterminer des poids, peut-être, dans un modèle. Alors, parlant de poids, justement, le deep learning, donc on peut dire, si tu veux, que c'est un algorithme d'apprentissage, famille de modèles, qui, à partir des données, procède vraiment d'une manière, tu peux lui donner des données brutes, tu n'as pas trop à les travailler, c'est ça qui est génial. Et puis, ça fait beaucoup de calculs, donc c'est des algorithmes, encore une fois, d'optimisation. Et donc, le deep learning est une famille au sein du machine learning. Mais c'est la famille reine. Actuellement, tous les trucs d'IA sont faits avec du deep learning. Voilà, bon, je me ferais gronder. J'ai des amis qui sont data scientists qui, eux, travaillent pas ces algorithmes-là, ils en travaillent d'autres. Donc voilà, eux, ils me gronderaient. Ils disent, non, pas tous. Peut-être Epsilon n'en font pas partie. Mais en fait, quand tu prends l'IA générative, les LLM, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est du deep learning. Ça vient de ces techniques-là. Okay. Très clair. Très clair. Peut-être une question que beaucoup de personnes se posent avec l'accélération qu'on connaît aujourd'hui sur les sujets d'IA. Il y a toujours ce débat AGI versus ASI, donc Artificial General Intelligence, donc qui simule l'intelligence humaine, et ASI,
Artificial Super Intelligence, où on va au-delà effectivement de l'intelligence humaine. Moi, quand je regarde sur les réseaux, à chaque fois qu'on sort un nouveau modèle, la question c'est première, est-ce que c'est une AGI? C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'est un mythe je sais pas, l'être humain, on se dirait on va se faire remplacer un jour par la robotique, ou alors est-ce que c'est une vraie réalité et d'ici quelques années on pourrait avoir une AGI à minima? Oui, c'est une belle question. Hein. Alors, tu dis, est-ce que c'est un mythe, un fantasme? C'est un fantasme total, mais vraiment au sens peut-être quasiment psychanalytique du terme fantasme. D'accord? Nous sommes des êtres humains et nous allons recréer nous-mêmes avec nos petites mains. Alors, avant de déclarer que les choses sont un mythe, faut un peu les regarder. Alors, c'est vrai qu'en intelligence artificielle, on dit souvent, pareil dans mon premier bouquin je rappelais ça, on oppose l'IA faible et l'IA forte. Alors l'IA faible, c'est la seule intelligence artificielle qui existe. On n'a que ça, on ne sait faire que ça. D'accord? Et par définition, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on parle de définition, je sais pas, il y a 5-10 minutes, je disais technique, informatique, mathématiques pour émuler. Et en gros, tu fais des modèles. Ça sert à concevoir des modèles. Et le machine learning, la méthode très usuelle de cette manière de construire des modèles, c'est à partir des données. Et donc, tu simules une fonction donnée. Alors, quand tu en fais plusieurs, tu simules plusieurs fonctions données. L'IA forte, c'est l'IA de la science-fiction. C'est Terminator, c'est les robots qui pensent. En général, ils sont très très méchants. C'est là qu'on voit que c'est un fantasme. D'accord? Ils veulent rarement notre bien. Et donc, entre ces deux vocables, donc tu vois, pour moi l'IA forte c'est vraiment l'IA, on pourrait la définir comme l'IA donc très intelligente, donc autant que l'homme, plus que l'homme, on s'en fiche, et consciente d'elle-même. C'est ça l'IA forte. Et alors tu as des grades intermédiaires entre ces IA faibles et cette IA forte, qui serait peut-être AGI, comme disent nos camarades anglo-saxons. Alors qu'est-ce que c'est? Et bien ça c'est une grande question, parce que contrairement à ce que je viens de faire, en général, c'est pas défini. Tu vois. Alors, AGI, est-ce que c'est la traduction, c'est l'IA forte en anglais? Il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Mais maintenant, quand tu as des gens comme le patron d'OpenAI qui te dit « Ah, j'ai une sensation d'AGI », il y a des sensations formidables. De quoi parle-t-il? On peut se poser la question, tu vois, pareil, j'ai discuté avec un pote, un autre data scientist, un robot qui réfère tes courses, Axel. Est-ce qu'on peut dire que ce serait AGI? C'est pas facile de concevoir déjà la robotique, c'est compliqué, et puis doter ton robot d'une intelligence qui lui permette de descendre l'escalier, d'aller faire les courses, de ne pas se faire avoir au niveau de la caisse, j'en sais rien, d'accord, et de ne pas oublier le paquet, de ne pas glisser par terre sur une peau de banane, etc. Pas si facile que ça. Et donc on pourrait dire, tu envoies ton robot, il revient un quart d'heure après avec les courses, et quand tu n'as pas d'ascenseur, c'est pratique. Est-ce que tu dis le truc est intelligent? Quand même, quoi. Tu l'as envoyé faire les courses, il s'est débrouillé, il n'a pas fait d'erreur. Donc là on peut commencer à dire, ça ressemble à de l'intelligence générale. Le truc, si je peux me permettre, se débrouille tout seul. Bon, est-ce que pour autant on va dire, c'est super intelligent? Bon, voilà. Donc la question c'est, en effet, avec ces modèles de langage, maintenant soi-disant ils raisonnent. Ils ont mis un bouton, il y a marqué, il suffit d'appuyer, le bouton s'appelle raisonner ou think dans Grok 3. Tu vois. Ça pense maintenant. Bon, c'est marqué dessus. Est-ce que c'est vraiment intelligent? Est-ce qu'on y est? Mais par contre, comme il ne faut surtout pas faire retomber le soufflet, c'est important d'y croire. Okay. Pour les gens qui doivent le vendre, pour les autres, pour ceux qui doivent l'acheter, bon. Avec un peu de marketing derrière. Ok, écoute, ultra intéressant. Peut-être maintenant j'aimerais qu'on parle un peu plus d'IA générative. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une IA générative et quelle différence avec finalement l'IA, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais traditionnelle, puisque effectivement on fait de l'IA depuis des années, même des décennies, comme tu l'as signalé en introduction.
Alors pareil, on vient de parler de marketing. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans l'IA générative, c'est un tsunami marketing commercial qui fonctionne très bien. Bon, parce que le produit en lui-même fonctionne bien. Tu utilises ChatGPT, déjà il y a 2 ans c'était déjà pas mal, 2 ans après c'est waouh, d'accord. Fondamentalement, moi j'évite d'opposer IA générative et l'IA traditionnelle, classique ou de grand-père, là j'en sais rien, parce qu'en fait fondamentalement c'est la même chose, c'est-à-dire c'est de l'apprentissage machine sur des grandes bases de données, sauf que les bases de données sont encore plus grandes. La puissance de calcul est encore plus forte et puis les gens qui font ça en ont encore moins à faire des copyrights. C'est la même chose en bigger, plus gros. Voilà. Alors ensuite, l'IA dite générative, bon, elle porte quand même pas tout à fait mal son nom. C'est un logiciel, hein, si tu veux, qui fait un peu de je ne veux pas dire de la création, parce que ça nous embarquerait dans une discussion philosophique, mais qui te génère, qui te produit quelque chose. Alors on se dit, ah oui, mais l'IA d'avant, ça produisait rien. Mais non, mais erreur, et c'est pour ça que c'est fondamentalement la même chose. C'est-à-dire que tu as un modèle, tu l'utilises, je ne sais pas, hier pour faire la prédiction d'une grandeur d'un truc. Alors, prédiction pour demain, c'est mieux qu'une prédiction pour hier, même s'il y a beaucoup de spécialistes dans ce genre de domaine. En revanche, ta prédiction, alors dire ça m'a généré une prédiction, non, personne ne parle comme ça m'a donné la température qu'il fera demain, quoi, voilà. Qu'il devrait faire demain. Probabiliste, hein, rappelons-nous. Tandis que l'IA générative, tu promptes, hein, tu donnes une consigne en français, en anglais, en chinois, en ce que tu veux, et ça te produit une image, un texte, un son, un bout de vidéo. Bon, c'est incroyable. Et là, c'est vrai que tu récupères un résultat, une production. Donc ça parle plus que de dire j'ai prévu la variable grand X, grand Y, je sais pas, d'un phénomène réservé au... Non, là, tu es grand public. C'est ça, la révolution de l'IA générative. C'est tu mets une machine qui produit des trucs tangibles et le grand public peut s'en servir facilement. Donc, si on veut faire la différence, ça s'est incarné en un produit. Okay. Et en termes d'usage. Ouais. Très clair. Et peut-être tant qu'on est sur le terrain de l'IA générative, le gros sujet d'IA générative, c'est les modèles du marché. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau modèle qui sort par semaine. Est-ce que pour toi c'est un sujet qui est important, celui de la performance du modèle? Si oui, est-ce qu'il y a des modèles qui sont plus performants que d'autres? Ou alors finalement c'est un faux débat, hein, les questions qu'on se pose toutes les semaines de qui est le meilleur? Personnellement, je pense qu'en effet c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup, en fait non, il y en a une poignée. Il y a une poignée d'acteurs qui sont très forts, qui sont en général américains, maintenant chinois, et comme par hasard, alors c'est incroyable, hein, le fameux DeepSeek qui a fait couler tellement d'encre, qui a fait dévisser les bourses américaines, etc. Voilà, c'est ça. Bon. Et on se dit, oh là là, mais les Chinois font aussi bien que nous. Oh c'est étonnant. Et pourquoi n'auraient-ils pas fait aussi bien que nous? Enfin, il y a un côté un peu ridicule. C'est-à-dire, on refait finalement la même erreur sur la partie IA que celle qui a été commise sur la partie industrie. Tu vois. Oui, ils sont aussi bons que nous. Voilà, c'est normal. Et donc, leur IA est aussi bonne que ChatGPT. Incroyable. Mais non, c'est juste normal. Et donc, il y a une espèce d'un peu de course à l'échalote, comme on dit, sur, aujourd'hui, Llama va dire que par rapport à tel benchmark, ils ont 0,2% de mieux que le copain de ChatGPT. Mais c'est pas grave, demain ChatGPT dira ah oui mais moi sur mon O24.14.028 la dernière release va être meilleure ou est déjà meilleure sur tel autre benchmark et donc c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus grand et tous les jours. Donc c'est un côté totalement insupportable alors que dans ce genre de truc il faut prendre un petit peu de recul et tu dis ils font tous plus ou moins la même chose. Et ils sont tous basés, plus ou moins, sur les mêmes technologies. Attention, elles avancent, elles évoluent, voilà. Mais
ils sont quand même dans un mouchoir de poche. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair, et effectivement, moi quand j'en parle un peu avec mes clients, c'est vrai que ça revient souvent à cette question de c'est quoi le modèle le plus performant que je dois prendre, alors qu'effectivement la bonne question, ou du moins la question prioritaire, c'est quel use case je vais adresser, et après derrière je choisis effectivement le modèle, et dans les faits ce ne sera pas game changer de choisir un modèle ou un autre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, je viens de dire que bon, à un instant donné à peu près autour de la moyenne, tout le monde fait à peu pareil. Donc la vraie question n'est pas tant une question de performance, tu peux prendre l'un, tu peux prendre d'autres, le troisième, ils feront tous à peu près la même chose. Ensuite, tu peux les travailler, tu peux les spécialiser et commencer un petit peu à les améliorer sur certains cas de figure. Je ne dis pas que tu peux travailler les choses. Mais la vraie question pour moi, c'est pas tant dans la performance, c'est dans, tu viens de citer, la pertinence du cas d'usage, et puis la question des données. La question des données, c'est-à-dire que quand tu rentres tes trucs dans un modèle, je ne sais pas, américain ou chinois, où vont tes données ? Dans le cloud, d'accord ? Mais pas le tien, parce que tu n'en as pas. Si tu es nudiste et que tu aimes bien te promener nu sur une plage, tu peux y aller, d'accord ? Si tu tiens un peu à ton intimité, ce qui pourrait se comprendre, il faut faire attention. Et ça, pour moi, c'est la vraie question à se poser avant la performance, bien avant la performance. Peut-être effectivement, juste avant qu'on passe à comment on peut générer de la valeur grâce à l'IA, je voudrais te poser une dernière question. Tu disais que tu n'étais pas forcément étonné qu'il y ait des modèles qui soient excellents en Chine et pas forcément qu'aux États-Unis, effectivement avec DeepSeek et Alibaba. Néanmoins, on a l'impression qu'en Europe, on est un peu en retard. On a cette très belle solution française qui est Mistral, mais dans les faits, par rapport au nombre de sociétés qui existent aux États-Unis et en Chine, on a l'impression qu'on est un peu à la traîne. Est-ce que tu partages cet avis ? Comment tu vois les choses ? C'est difficile de dire oui, c'est difficile de dire non. En fait, les géants qui se sont constitués, les géants du numérique, force est de constater qu'ils ne sont pas en France. Ça n'empêche pas que on a des cerveaux brillants et qu'on sait faire les choses, on est à l'état de l'art, il n'y a pas de souci. Mais bon, si tu as besoin de 10 milliards, c'est pas facile à trouver. Si tu veux concurrencer ceux qui ont beaucoup d'argent et qui sont déjà très avancés dedans, soit il faut sortir avec une idée absolument révolutionnaire, ça ne dépend pas trop de l'argent, c'est très difficile à avoir. Et puis il y en a peut-être pas, il n'y a peut-être pas d'idée révolutionnaire pour faire de l'AGI, comme on disait, je sais pas. Ce serait presque souhaitable d'ailleurs. En revanche, oui, l'Europe, on dit souvent, aux États-Unis, ils développent, ils construisent, ils sont pro-business, et puis nous en Europe, on régule. Ça a un avantage, ça coûte pas cher. Enfin bon, les fonctionnaires européens, ils sont quand même payés, mais ça coûte moins cher que de construire un nouveau Google, ou alors d'être souverain en matière de stockage des données. Vraiment souverain. Voilà, alors est-ce qu'on a perdu la course ? En fait, on ne le sait que quand la course est finie. La course sera finie quand l'humanité se sera fait exploser, ou que la Terre aura explosé, ou qu'une comète aura explosé la Terre. Voilà. Donc la course ne sera jamais vraiment terminée. En revanche, est-ce que l'Europe a des marges de manœuvre ? Moi, je pense que oui. Je ne fais pas partie des défaitistes. Mais bon. Il faut accélérer un petit peu. Alors, accélérer, oui, mais pas forcément aussi à n'importe quel prix. C'est aussi ça, et ça c'est un problème éthique, pareil, on parlait dans mes livres, mais celui qui s'encombre pas trop de ces questions éthiques, devine quoi, il va plus vite. Je n'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase. Tu vois. Voilà. Non, c'est clair. Ok, vachement intéressant. Peut-être ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on passe à notre troisième partie dédiée à la création de valeur. C'est la philosophie un petit peu de ce podcast, c'est effectivement demain d'accueillir des leaders métiers, business, technologiques et qui nous expliquent un petit peu comment ils génèrent de la valeur grâce à l'IA. Et donc je trouvais ça intéressant d'en parler un petit peu avec toi qui ça fait quand même pas mal d'années que tu bosses le sujet côté corporate. Oui. Peut-être est-ce que tu pourrais nous partager
quelques use cases sur lesquels tu as travaillé et voilà, sur lesquels tu as pu générer de la valeur. Oui. Alors, dans les entreprises, alors bon, moi en plus en particulier, voilà, aujourd'hui je travaille dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire, tiers de confiance, c'est pas n'importe quoi avec les données, mais des données on en a beaucoup, c'est notre métier de les traiter et elles sont plutôt de bonne qualité. Voilà. Alors, des cas d'usage sur lesquels j'ai travaillé, des choses qu'on a délivrées avec l'équipe. Alors, tu as des choses classiques de computer vision, on en parlait au tout début. On traite beaucoup de pièces, on est un secteur très réglementé, une forte emprise de la régulation, de la conformité. C'est bien de pouvoir traiter de manière automatique des pièces, de pouvoir les trier, les stocker avec les bonnes étiquettes, de contribuer à urbaniser entre guillemets ces données, le système d'information, en construisant des choses propres et en utilisant l'IA, parce que sinon tu ne peux pas faire, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu dois traiter, je ne sais pas, 60 millions de documents, tu ne le feras pas à la main, même avec la meilleure volonté du monde. Et donc là, nous, notre équipe intervient, développe les modèles de reconnaissance, d'extraction d'informations, on fait ça avec l'informatique, on les intègre et ensuite on les fait tourner en prod massivement. Et donc ça sert à quoi? Fiabiliser les processus, automatiser, et on automatise pas pour le plaisir ou parce qu'on dit ouais super on va gagner 0,2 ETP, non c'est pas ça du tout, c'est qu'en fait l'objectif c'est le service client, c'est si nos processus fonctionnent mieux, les collaborateurs, les conseillers travaillent plus pour ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire pour la satisfaction des clients. Ça c'est vrai dans toutes les entreprises. Donc voilà un use case. On parlait d'IA générative tout à l'heure. Voilà, l'équipe a sorti très rapidement, vraiment dans les premières entreprises françaises à avoir sorti un cas d'usage qui utilise l'IA générative. Est-ce que l'objectif c'était de faire une course, de montrer qu'on était le premier? J'en sais rien, mais en tout cas, on a regardé avec nos métiers, on dit ok. À cet endroit-là, les conseillers reçoivent des mails, ils en ont beaucoup, faut traiter. C'est une insatisfaction client assez forte. Hein. Toi, moi, quand on écrit pas la réponse dans la journée, déjà, et si 3 jours après tu n'as pas la réponse, tu commences à te dire un problème. Là, si j'appelle, alors tu tombes sur le tourne-disque, là, comme disait ma grand-mère, ça n'a pas changé ça. Bon, et donc la faculté de traiter les réponses de manière intelligente avec un outil et intelligente avec le cerveau de la personne qui l'utilise. C'est quand même très important, puisque toute cette faculté de génération repose quand même sur la consigne que tu donnes, sur le fameux prompt. Eh bien, ça permet d'accélérer le traitement, et donc les gens qui savent bien l'utiliser gagnent un temps fou. Hein. Et puis, les gens qui savent moins bien l'utiliser, là, j'arrive sur une question de formation. C'est-à-dire que tu mets des outils à disposition, ils sont nouveaux, ils ne fonctionnent pas tout à fait comme les autres, l'IA, donc il faut former. Donc tu parles de formation, justement, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à des leaders, dirigeants d'entreprises qui veulent accélérer sur l'IA? Qu'est-ce qu'il faut faire Écoute, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est vous voulez accélérer sur l'IA, pourquoi? C'est parce que vous avez fait un déjeuner avec un homologue qui vous a dit qu'il avait 500 cas d'usage en production, etc. Et donc vous êtes un peu embêté parce que vous avez entendu parler, mais vous ne savez pas trop, et vite, il faut en faire au moins 250 demain. Ou alors, vous avez une vraie raison, parce que vous avez des données, vous êtes un petit peu renseigné, vous pensez qu'on peut faire des trucs, vous ne savez pas forcément quoi, c'est normal, ce n'est pas votre métier, chacun son métier. Là, je dirais, venez me voir, on va discuter. Ok. Une entreprise qui ne fait pas d'IA en 2025, c'est problématique, pas problématique Pas du tout. Si tu n'as pas besoin d'en faire, surtout, n'en fais pas. Surtout. Hein. Par contre, si dans ton secteur, c'est intéressant d'en faire, si dans ton secteur, tu as vu que les autres le font et qu'ils ont des véritables leviers, il y a du rendement, et que toi, tu n'en as toujours pas, attention, il faut rester dans le game.
Ça marche. Peut-être une dernière question et puis après on va passer à notre dernière partie. L'avènement des agents, on en parle beaucoup. C'est quoi ton avis sur le sujet J'aime bien le terme avis. Alors, mon avis sur le sujet. Alors c'est vrai que on parle d'agents et donc on dit l'IA agentique. Moi, j'aime bien parce que ça fait un peu argentique, ça fait un peu la photo à l'ancienne, les tons sépia, ça va très bien avec le côté moderne de l'intelligence artificielle. Dernière vague marketing, évidemment, hein. Mais t'inquiète pas, dans 15 jours, on parlera d'autre chose, tout passe. Cela dit, on affuble souvent IA agentique, agent, on dit c'est autonome. Et en fait, on dit deux trucs. C'est autonome et c'est de l'IA qui agit sur le monde réel. Bon, alors c'est quoi agir sur le monde réel? Chut, ça on ne dit pas par contre. Alors, concrètement, moi je me rappelle, j'avais lu un livre blanc d'une très belle société américaine, géant du numérique, je ne citerai pas, qui expliquait que l'IA agentique est autonome, particulièrement quand on lui donne le but à réaliser. Et là, moi, je lis ça et je me dis, on se paye ma tête, et vraiment pour pas cher en plus. C'est le contraire de ce qu'on appelle de l'autonomie. L'autonomie, tu te fixes tes buts et tes objectifs toi-même. Si on te donne tes objectifs et qu'on te déclare autonome, c'est qu'on a remplacé le mot esclave par le mot autonome. Mais ça n'a pas tout à fait le même sens. Donc ça, c'est vraiment une première critique. En revanche, ces agents, alors, il faut percevoir ce truc-là comme disant, donc tu as des petites briques, donc l'IA te fait des modèles, donc ta petite brique sait traiter un truc, ton LLM, il comprend le texte, donc il est capable de, entre guillemets, interpréter des instructions, ou aller chercher sur un site internet une page qui va raconter des trucs en texte, parce que nous les humains on fait comme ça, en l'absence de la télépathie, et donc va pouvoir agir en effet d'une manière non pas autonome mais automatique, lointain cousin, mais pas si lointain que ça, mais c'est pas la même chose, d'accord? Et donc si tu conçois bien une espèce de chaînage applicatif avec toutes tes briques, tu vas pouvoir obtenir un comportement global où là tu te dis, ah oui, on parlait d'AGI tout à l'heure, ça commence à ressembler à un truc. L'exemple typique c'est, voilà, mettons dans 48 heures, je vais être à New York et arriver à 16 heures, heure locale. Alors avant, il y avait des assistantes, des secrétaires. Bon. Dont un des jobs était de faire ça, de booker, de passer les coups de fil, d'acheter les billets, etc., de faire un joli paquet cadeau, et c'était très bien. Ensuite, on a déclaré que c'est trop cher, le secrétaire c'est trop cher. Donc, on vire les secrétaires et on te transfère les tâches de secrétariat, parce qu'il faut quand même les faire. Sauf que toi, tu as un autre métier à côté, et donc ces tâches en plus, ça t'en kikine un petit peu. Le rêve, la vraie informatique, c'est quoi? C'est pas d'aller chercher sur internet, de faire fouiller les sites, d'aller sur le site d'Air France, de voir le prix Delta parce que ta compagnie a envie de payer moins cher, j'en sais rien, ou a des accords avec. Bon. Et c'est horrible, c'est horrible de devoir faire ça, ça n'amuse personne. En revanche, si moi je dis à mon ordinateur, je prompte ou je lui dicte, je veux être à New York à 16 heures heure locale dans 48 heures. Débrouille-toi. Ça, je sais encore faire. Ça me gêne pas trop. Et là, l'agent interprète. Alors, New York, 48 heures. New York, on n'y va pas à la nage, on y va en avion. Donc, hop, il va sur un comparatif. Il sait quoi ton budget? N'importe 1000 euros, j'ai n'importe quoi. Ok. Et donc, à la fin de son calcul, qui a combiné toutes ces briques, il m'envoie un mail en me disant « Tu pars demain à Roissy-Charles de Gaulle, le taxi a été réservé en bas de chez toi parce qu'il connaît ton adresse. » Oui, parce que tu as mis toutes tes données dedans, forcément, il les a. Etc., etc. N'oublie pas, ton passeport doit être valide pendant 6 mois après la date de je sais pas quoi. Bon, ça, c'est génial. Et c'est ça qu'on attend de l'informatique, en fait.
C'est pas de te sortir la valeur de la température pour demain. C'est intéressant aussi. Mais il faut aller au bout. Et pour moi, c'est ça, l'IA agentique. Et c'est déjà là. Les briques sont là. Il faut le rendre robuste. Il faut que ça marche bien. Il ne faut pas qu'ils t'envoient en Australie 16 heures locales. C'est pas tout à fait la même. Et donc, tu pressens une explosion des agents là, dans les prochains mois? J'en sais rien, mais je pense que cette manière de faire, d'intégrer l'IA, de profiter des entre guillemets super pouvoirs hein, que ça donne, hein, puisque forme d'interprétation des textes, oui, il y a des applications qui vont se développer, qui vont être efficaces et très intéressantes. Voilà. Écoute, merci, c'est vraiment passionnant. Ce que je te propose, c'est peut-être de passer à notre dernière partie. T'en parles beaucoup dans tes bouquins et je trouve ça bien qu'on échange aussi sur le sujet. C'est les limites et les risques autour de l'IA parce que il y en a. Quels sont, selon toi, les principaux risques qu'on connaît aujourd'hui liés à l'accélération qu'on peut connaître avec l'IA? Alors, bon, déjà, cette accélération, effectivement, crée un peu un sentiment de panique largement entretenu par les grands acteurs hein, qui ont intérêt à, etc. À mon avis, un des risques, c'est justement de céder à la peur, de céder à la panique et de commencer à faire n'importe quoi. C'est pas bon pour toi, en général, c'est bon pour les gens qui t'ont rendu comme ça. Donc, ça, c'est un premier risque. Deuxième risque, en fait, là, on commence, mais à juste titre, à parler de l'impact environnemental de ces trucs-là, du moment que c'était, tu avais ton petit GPU, bon, ça chauffait un peu, ça allait encore. Et là, maintenant, en fait, c'est des fermes avec des dizaines de milliers de GPU pour entraîner. Et moi, le mien, il doit être plus gros, plus beau, plus fort. Et donc, on recommence tout le temps, puis tout le monde s'y met. Parce que voilà, un peu pour les raisons que j'ai données d'ailleurs, tu veux être souverain, tu veux pas dépendre d'eux. Et donc tout ça génère une consommation de courant importante et une création de chaleur selon le premier principe de la thermodynamique. Le deuxième, d'une certaine manière, importante aussi. Et ça, à mon avis, c'est un risque. Parce que d'un côté, parce qu'en fait, on est complètement schizophrénique. C'est-à-dire que d'un côté, on te culpabilise. Oh, tu as mal trié tes poubelles, alors que tu vois, le camion, il part, il met tout dans la même benne. Ça existe. Et de l'autre côté, et donc on est là, il faut faire très attention, le CO2, le climat, et il faut faire très attention. D'accord ? Mais de l'autre côté, regardez bien par là, pendant que moi, je fais mes petites affaires par là, où là, on s'en fout glorieusement. Et donc ça aussi, à mon avis, il y a quand même un deuxième risque. Parce que si tout le monde se met à consommer ces trucs-là de manière exponentielle, hein, confère l'usage, enfin la courbe d'explosion de l'usage, maintenant, bon, tout ça c'est très, très documenté, où est-ce qu'on va ? Ça va pas être 4 degrés ou je sais pas combien de réchauffement, ça va être 25 degrés. Tout le monde sera mort. Enfin, on parlait de catastrophe, voilà. Ouais, ok. Donc voilà, deux risques, faut surveiller. Et donc c'est deux risques qui sont quand même majeurs. Donc finalement, toi aujourd'hui, tu te considères plutôt comme un optimiste ou un pessimiste dans le monde de l'IA ? Je vais te faire une réponse de Normand. Les deux, mon capitaine. Bon, alors, paradoxalement, je suis pas. Bon, non, je vais dire comme ça. Je vais commencer par l'optimisme. Donc, je ne vais pas commencer par une tournure négative. Je vais dire, paradoxalement, je suis optimiste. Avec un grand sourire à la caméra. Parce que j'ai quand même du mal à voir la catastrophe annoncée, GI et compagnie, le grand remplacement. Je n'y crois pas. Je me trompe peut-être, hein, j'en sais rien, mais moi j'y crois pas. Donc c'est pour ça que je dis je suis relativement optimiste. Mais comme je viens de l'exprimer, je pense que c'est pas forcément des technologies dont l'usage va faire grandir l'humanité. Ouais, je vais dire ça comme ça. Et ça me rend un peu pessimiste. Okay. Voilà. Okay. Donc si tu veux, le verre, il est rempli à moitié. Et donc, il est à la fois à moitié plein, et à la fois à moitié vide.
Bah écoute, merci pour cette réponse. Et peut-être lié à ça, régulé ou pas régulé, je pense que on a un petit peu du mal à se positionner. C'est vrai que quand l'AI Act est sorti, j'ai l'impression qu'on s'est tous félicités en disant c'est bien, l'Union européenne fait des choses et on n'attend pas des mois voire des années avant de réguler des nouvelles technologies. Et maintenant on a l'impression de se dire bon est-ce que finalement on régule pas trop, est-ce que ça entrave pas l'innovation? C'est quoi le juste milieu justement pour anticiper ces potentiels risques? Où est-ce qu'on met le curseur? Bon, alors effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'Union européenne a sorti une régulation, une réglementation. C'est pas la seule, hein, les États-Unis avaient fait quelque chose. Bon, on signe des décrets, puis on en signe d'autres. J'allais pas dire on désigne des décrets, mais enfin c'est un petit peu ça. Alors, la Chine aussi avait des lois là-dessus. Bon. Alors c'est vrai qu'on oppose souvent la réglementation avec l'innovation. Hein, le motto derrière, c'est « Let us do business ». D'accord ? Donc la conformité, les risques, allez-vous-en, disparaissez, laissez-moi travailler tranquille et faire ce que je veux. Bon, on sait que humainement, on sait que c'est pas bien de laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Voilà, quand on veut faire société, on a besoin de forces de rappel, de contre-pouvoir, et c'est ça qui est organisé au travers de la loi et de la régulation. Moi, je pense pas trop que ça entrave l'innovation. Il suffit de le faire proprement. Voilà, ça coûte plus cher. Je mets pas des ornières, ça coûte plus cher, forcément. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, celui qui s'encombre pas de tout ça, il va plus vite, c'est parce que ça coûte moins cher, etc. Voilà, donc je dirais c'est bien de réguler, je pense pas trop que ce soit... Mais moi, ma vraie question sur la réglementation, c'est à quoi va-t-elle servir ? Est-ce que ça va vraiment être appliqué, générer ce qu'il faut en termes de sécurité ? Pour les consommateurs, l'Union européenne a tendance un peu à nous considérer comme ça uniquement, on est des consommateurs, hein, d'accord ? La IACT, ça s'ouvre comme ça, hein, le but est de faire un marché intégré. Te protéger, oui, mais c'est déjà une finalité secondaire, je dirais. Oh là, je me ferai gronder par mes amis juristes. Okay. Donc on régule, mais on essaye de laisser un petit peu de place pour l'innovation. En fait, d'abord, la régulation ne l'entrave pas. Moi, je pense que c'est un faux débat, ça. Tu peux travailler, tu peux faire des choses. Il ne faut pas imaginer non plus, alors, même si je pense que quand même la mentalité business américaine est plus sur côté, entre guillemets, cow-boy, mais je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, au contraire, fait que, alors je viens de parler de cow-boy, peut-être ils tirent avant, ils réfléchissent après. Nous, on aurait plutôt tendance à réfléchir avant, et du coup, quand on réfléchit trop, tu tires pas, quoi. Peut-être parce que tu es mort avant. Peut-être. Question prospective, exercice un peu périlleux, mais tu parles, et c'est assez intéressant hein, dans tes deux ouvrages de transhumanisme. À quoi ressemblera justement l'humanité de demain? Alors, bon, c'est très difficile de le prévoir et là on s'engouffre dans un exercice qui est compliqué, mais voilà, quelle serait toi ta vision des choses et peut-être est-ce que tu pourrais aussi nous parler de justement de transhumanisme qui est quand même quelque chose que tu vois potentiellement pour demain? Oui, alors je suis pas un grand chantre du transhumanisme, au contraire, je trouve cette manière de concevoir l'humanité assez répugnante. Mais, alors tu disais oui, en particulier dans le deuxième, enfin dans les deux d'ailleurs, mais c'est vrai que dans le deuxième, peut-être Voyage au bout de l'IA, j'ai plus de choses là-dessus. En fait, l'intelligence artificielle attire beaucoup, donc comme la gravitation, après tu as des corps qui circulent, qui tournent autour de ce truc-là. Ce qui concerne le transhumanisme. Alors pareil, on peut apprécier ou pas le mot, faut bien le définir, etc. On va compter sur que c'est suffisamment courant pour les gens qui s'intéressent à l'IA. En général, c'est un petit peu lié. D'accord ? Donc on vous parle de la singularité, l'ordinateur il va penser mieux, du coup on va pouvoir télécharger notre esprit dedans, bien sûr, grand lecteur de SF. Hein.
Et le transhumanisme aussi peut être défini comme une forme de... il y a des philosophes médiatiques qui parlent de prochaine civilisation. Bon, ça peut être défini comme ça, en effet. D'un point de vue technique, parce que moi je suis ingénieur à la base, moi je considère ça comme une hybridation entre la biologie et les artefacts qu'on fabrique par ingénierie, que ce soit de l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire du logiciel, ou alors des instruments. Toi, quand tu as un pacemaker dans ton cœur et que c'est ça qui te fait vivre, sinon c'est une forme d'hybridation. Quand les gens se sont flingués l'audition, et donc après ils ont des appareils auditifs, alors ils entendent toujours, c'est moins bien que d'entendre sans appareil auditif, mais enfin bon, alors c'est une prothèse, d'accord ? Cette prothèse, ils peuvent l'enlever de l'oreille. On pourrait imaginer que la recherche se poursuive là-dedans et qu'il soit plus intéressant d'avoir une prothèse vraiment directement dans l'oreille, je ne sais pas trop où, voilà. Et donc là, pareil, tu auras une forme d'hybridation beaucoup plus approfondie que juste t'enlever ton appareil et le remettre quand on a besoin, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, que tu utilises du logiciel, des interfaces homme-machine, mais pas au sens de l'informatique avec ton écran et ton front-end. Non, l'interface homme-machine parce que tu l'as dans la tronche, je dirais. Vraisemblablement, c'est vers ça qu'on va. Moi, je trouve que c'est une abomination. Mais voilà, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, pessimiste, optimiste. C'est pas être optimiste que de penser qu'on va vers ça, c'est bien. Non, au contraire. Je suis très pessimiste par rapport à ça, mais je pense que c'est ce que les gens feront. Voilà. Bon écoute, on va terminer là-dessus. Ça fait déjà 1 heure qu'on échange ensemble. Écoute, c'était ultra intéressant. Merci beaucoup d'être venu pour ce premier épisode des AI Leader Stories. Peut-être est-ce que tu as un mot de la fin, Axel, pour terminer Écoute, oui, c'est vrai, tu parlais de mes livres tout à l'heure, voilà. Merci. Ça, c'est le plus récent, celui qui a obtenu le prix Robert Val en décembre dernier, c'est tout frais. Alors, en effet, j'ai un double travail. Je fais partie de gens qui s'ennuient, voilà. Pourquoi prendre des vacances? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, c'est un des jours de congé, que tu viens nous parler. Voilà, donc c'est ça mes vacances. Bon, alors, je le fais avec grand plaisir parce que justement, je suis un passionné, j'aime ça. Et donc, je travaille dans Data IA depuis une petite dizaine d'années maintenant. Je suis ingénieur à la base, etc. Bon, très bien. Et à côté, j'ai cette activité d'auteur, conférencier. Et donc j'écris. J'aime bien écrire sur ce sujet. Donc, ce sont des ouvrages de vulgarisation scientifique. Voilà. Donc, si les auditeurs ont trouvé ça intéressant, on a le droit de rêver. Eh bien, en fait. Merci. Ils pourront aller consulter ces ouvrages disponibles partout dans le commerce, pas de souci là-dessus, dans lesquels ils trouveront ces réflexions, d'autres, des compléments, et puis voilà, écrits sur un style moins oral, voilà. Donc j'engage ceux à qui ça a plu à aller plus loin. Et petite question, est-ce que tu as utilisé la Gen AI pour écrire des bouquins sur l'IA ? Quelle horreur! Bon, écoute, merci beaucoup Axel pour cette très belle session. Et puis voilà, si vous avez des questions à poser à Axel, on te contacte comment? Par LinkedIn? LinkedIn? Ok, super. Écoutez, merci à tous et puis merci à toi Axel. Merci encore.